Zlatan était extrêmement sceptique sur le projet parisien en disant que lui, un joueur de son calibre, de son niveau, ne pouvait pas se permettre d'aller signer en Ligue 1. Alors je m'appelle Pierre Rondeau, je suis spécialiste de l'économie du sport et plus particulièrement de l'économie du football. Le PSG a toujours été, depuis sa création, vu qu'il s'agit quand même du club de la capitale, a toujours été un club extrêmement populaire. Il fait toujours partie des 3 plus grands clubs français, avec Marseille et Lyon, les 3 clubs les plus populaires de France. Pour autant, sportivement, alors qu'il avait connu de grandes heures de gloire dans les années 90, le PSG, depuis les années 2000, ne présentait pas, si je peux dire, des performances sportives assez intéressantes, dignes de son statut de club populaire et du club de la capitale française. Donc on est voilà, sur un club de standard moyen, mais de standing franco-français, un club populaire et valorisé, mais sportivement qui était quand même assez compliqué et assez difficile. Ça fait longtemps que le Qatar se positionnait dans le football pour des raisons surtout et avant tout géopolitiques. Les gains en pétrodollars et en gaz ne sont pas suffisants pour permettre à ce que le Qatar devienne un pays très puissant diplomatiquement. Donc ils mettent en place QSI, Qatar Sport Investment, qui est un fonds d'investissement souverain intégralement dédié aux investissements sportifs, dans le but de développer les investissements qataris dans le sport, tout et avant tout non pas pour développer les intérêts lucratifs, mais développer la réputation géopolitique et diplomatique. Le lancement de la saison sportive 2011-2012, l'arrivée officielle des Qataris le 30 juin 2011 rachète le club aux alentours de 45 millions d'euros et dès le début enclenche une politique de développement assez importante, assez spectaculaire et le club va devenir ce qu'il est aujourd'hui, un immense club français et européen. Leonardo, ancien joueur du PSG, il a fait une saison assez spectaculaire au sein du club. Il a marqué tous les supporters parisiens. Donc il a une grande expérience footballistique. Et ce que Leonardo a apporté au-delà de son expérience et de son talent, c'est tout le carnet d'adresses que n'avait pas le PSG QSI jusqu'ici. Quand le Qatar arrive au PSG, ils n'ont aucune expérience, les dirigeants qataris. Ils ont de l'argent, mais autrement, ils n'ont personne. Donc Leonardo au PSG, il a apporté cette crédibilité qui va permettre à ce que le PSG, en quelques saisons, devienne à la fois un géant à l'échelle franco-française et s'impose aussi, acquiert une expérience européenne en Ligue des Champions. L'arrivée de Pastore, c'est un symbole pour beaucoup de supporters parce que c'est le premier transfert sous l'ère QSI. C'est un transfert de 42 millions d'euros, donc à l'époque c'était assez faramineux, c'était assez colossal pour un club de Ligue 1. L'idée, c'est que Pastore, en fait, il est d'ailleurs beaucoup apprécié par les supporters parisiens. Il a accepté de venir au PSG avec un échange d'un très bon salaire, mais en tout cas, il vient dans un club à construire. Et c'est quand même un pari pour lui, pour ce joueur argentin, et un pari pour le club de capitale, parce qu'ils éprouvaient à l'époque d'énormes difficultés à faire venir des stars en France pour évoluer en Ligue 1, au PSG, alors que les stars à l'époque évoluaient en Angleterre, en Espagne, en Italie, mais pas en France, qui est un petit championnat européen, et encore plus au PSG, qui n'avait même pas été capable de se qualifier en Ligue des Champions. Au même moment, dans le même temps, l'AC Milan éprouve de très grosses difficultés financières. Donc le président de l'AC Milan ne veut plus compenser les pertes du club. Donc cherche à se débarrasser de ses stars. Thiago Silva et Zlatan Ibrahimović. Leonardo se positionne sur la venue de Thiago Silva et de Zlatan Ibrahimović. Sauf que dès le départ, Zlatan était extrêmement sceptique sur le projet parisien en disant que lui, un joueur de son calibre, de son niveau, ne pouvait pas se permettre d'aller signer. Pour autant, il a été influencé par son agent Mino Raiola, par le directeur sportif Leonardo. Déjà, tu viens pas seul, tu viens avec Thiago Silva, et il faut croire au projet du PSG. Il faut croire au projet du PSG parce que le Qatar est prêt à rester longtemps. À minima jusqu'en 2022, Coupe du Monde 2022 au Qatar. On est en 2012, donc à minima 10 ans. La venue de Zlatan Ibrahimović a confirmé la crédibilité du projet parisien. C'est pas un projet bling-bling, si je puis dire, de court terme. C'est un projet certes bling-bling, mais à une véritable portée constructive et à but de pérennisation. Quand le PSG signe Marco Verratti et Zlatan Ibrahimović le même jour, évidemment, c'est 2 transferts totalement différents. C'est d'un côté une star qui évolue au Barça, à l'Inter Milan et à la Juve, et de l'autre, un joueur qui vient de D2 italienne, de 18 ans. C'est pas du tout la même chose. Donc on a à la fois un transfert basé sur la stabilité et la durabilité, la confiance à la jeunesse, et de l'autre, la signature d'une star qui est Zlatan Ibrahimović. Donc on est sur du bling-bling,
de long terme. C'est pour ça que je dis ça, le bling-bling de long terme, c'est l'image de marque et la durabilité sportive. Effectivement, aujourd'hui, ça serait nier l'évidence de dire que le PSG n'est pas un club bling-bling. Il est représenté comme ça, c'est ce qui fait son image de marque, c'est pas péjoratif quand je dis ça. Et quand David Beckham vient au PSG en 2013, c'est une évidence, il vient pas pour s'installer dans la durée, il vient pas pour rester 2 ans, 3 ans au PSG, il vient dans un contrat de 6 mois pour surtout et avant tout vendre des maillots. On va pas se voiler la face, il vient vendre des maillots, il vient apporter une crédibilité, il vient associer sa fin de carrière au PSG et l'histoire retiendra jusqu'à la fin des temps que David Beckham a pris sa retraite au Parc des Princes. C'est pour ça que je trouve que la politique à ce niveau-là de développement est très intelligente parce que on cherche à développer structurellement le club par une durabilité, par des investissements structurels, mais en même temps, on va aussi chercher à améliorer à court terme l'image de marque du club, sa notoriété, sa visibilité. À chaque fois que le PSG n'a pas fini champion de France, dès le mercato suivant, donc là on est en 2017, Monaco champion de France, et cette année, ce mercato actuel, Lille champion de France, chaque fois que le PSG n'est pas champion de France, peut-être que c'est par énervement de la part des dirigeants, ils sont très présents sur le mercato suivant. L'arrivée de Neymar et de Mbappé en 2017 signe finalement une nouvelle page dans l'histoire du PSG. Le message qui est dit, c'est plus de dire on prend des joueurs pour essayer de durablement devenir un grand club compétitif, c'est-à-dire que dorénavant, on prend des joueurs pour, dès cette année, dès la saison qui va venir, prétendre à remporter une Coupe d'Europe. L'impact de la marque PSG dans le monde, elle est aujourd'hui extrêmement impressionnante. Le PSG fait partie, selon différentes études, 5 plus grands clubs du monde en termes de résultats économiques, en termes de médiatisation, en termes de visibilité, en termes de connaissances. Il y a un élément, par exemple, qui permet d'illustrer le propos, c'est que depuis que le PSG a comme équipementier à la fois Nike et la marque Jordan pour ses maillots Coupe d'Europe, le PSG est le maillot le plus vendu sur le territoire nord-américain. Les Américains adorent, peut-être pas forcément le club PSG, mais la marque PSG, et donc forcément développe et valorise cette marque, cette identité qui permet de vendre des maillots, de signer des contrats de sponsoring et de développer une crédibilité non pas sportive, mais économique. Mais vous me direz qu'en économie du sport et qu'en sport, c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous performez économiquement, vous pouvez dépenser sportivement et performer sportivement pour performer économiquement. On a un club qui, avant le Covid, avant mesures sanitaires, avait un parc des Princes qui lui rapportait plus de 105 millions d'euros par an. Donc on a un club qui est performant économiquement, qui est devenu autonome, qui est devenu compétent sportivement, qui n'est pas champion de France cette année, qui n'a pas remporté de Coupe d'Europe, mais qui reste compétent sportivement, et surtout un club qui est devenu extrêmement compétent d'un point de vue économique. Pour l'instant, ils ont échoué, ils n'ont pas été capables de remporter une Coupe d'Europe. Dès le début, leur communication a été de dire « Nous venons pour faire du PSG un grand club ». Ils ont réussi, mais nous venons pour remporter une C1. Tant que le PSG n'aura pas remporté cette C1, on retiendra toujours le point négatif que tous les aspects positifs qui sont énormes. Sa capacité à avoir fait du club une marque mondialement connue, mondialement célèbre, de voir que le monde entier connaît le PSG, que des Américains, des Chinois, des Indiens portent la tunique parisienne. Ça, ils ont réussi, mais on ne retiendra qu'une seule chose pour les critiquer, c'est-à-dire que malgré tout, le PSG n'a jamais, pour l'instant, remporté la C1. On ne pourra pas dire que c'est la perfection absolue parce qu'il n'y a pas de C1 derrière. Le jour où il y aura une C1, on pourra dire « Ok, c'est merveilleux ». L'identité, à mon sens, ils l'ont déjà, puisque par exemple, le directeur sportif est un ancien du club, Leonardo, l'entraîneur est un ancien du club, Pochettino. Je pense plus qu'on soit à l'époque Thiago Motta qui ne savait pas que le PSG avait été champion d'Europe. Et on a aussi le retour des ultras, le retour des COP. Donc on a cette identité qui revient petit à petit. Certes, elle était peu développée à une période, on va dire au début de l'ère Qatari, mais aujourd'hui, on l'a retrouvée, on cherche à la défendre justement, on cherche à montrer que le PSG a une histoire. À la rigueur, ce qui manque pour l'instant, si je peux dire au PSG, c'est pas le PSG, c'est la concurrence nationale. Alors vous me direz que Lille
est champion de France, donc il y a une concurrence à l'échelle nationale. Mais malgré tout, ça arrive assez peu régulièrement. Donc c'est pas au sein du PSG qu'il manque quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui le PSG a réussi à tout apporter pour être un club compétitif. Ce qui manque au PSG finalement, c'est une Ligue 1 compétitive. Le jour où on aura une Ligue 1 compétitive avec Lille, Marseille, Lyon, Monaco, qui seront capables à minima de se qualifier en 8e de finale de Ligue des Champions, là on pourra dire ok, il y a aussi un frein, et le frein, ça serait peut-être la Ligue 1.